Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info à l'occasion de votre 19h. Tout de suite, le sommaire. La journée internationale des droits des femmes se tiendra demain en Principauté. L'occasion de lever le voile sur l'égalité homme-femme dans d'autres pays. Notre invitée sera Louise Cordeau, la présidente du Conseil du statut de la femme au Québec. Nous irons également écouter les répétitions des Carabiniers du Prince alors qu'ils s'apprêtent à donner un concert de gala exceptionnel ce soir au Grimaldi Forum. Et puis nous nous rendrons en Californie pour retrouver notre correspondante permanente. Alexandra Pani a suivi les danseurs des ballets de Monte-Carlo à l'occasion de leur tournée américaine. Ce jeudi 7 mars est la journée mondiale contre l'endométriose. Diagnostic, impact sur le quotidien, tabou. Delphine Traoré souffre de cette maladie et elle témoignera dans ce journal. Écologique mais surtout économique, le marché de la seconde main est en plein essor depuis plusieurs années. Nous sommes allés voir ce qu'il en était à Monaco. Les rencontres internationales de Monaco et la Méditerranée reviennent pour la 12e édition au musée océanographique. Le thème cette année, Jardin en Méditerranée. Pendant 2 jours, 19 intervenants venus du monde entier se réuniront autour de tables rondes et de conférences. Mais ce matin, c'était l'ouverture officielle du colloque par le prince Albert II. Alexandra Marangoni et Émilie Flamin y étaient. Si tu as un jardin dans ta bibliothèque, rien ne nous manquera. Cette citation du philosophe Cicéron lance la 12e édition des rencontres internationales Monaco et la Méditerranée, qui sera cette année axée sur les jardins. L'art du jardin a été essentiel pour la Méditerranée à toutes les époques. Et les jardins se sont développés avec des modes différents. C'est un colloque qui permet de réunir des spécialistes de disciplines différentes qui dialoguent entre eux et qui s'apportent chacun leur savoir. Docteurs en géographie, philosophes, scientifiques, 19 professionnels vont se réunir durant des tables rondes. Parmi eux, Alain Baraton, le jardinier en chef du Grand Parc de Versailles. Le jardin de Méditerranée, c'est le jardin des senteurs, le jardin de la couleur, c'est le jardin de la vie. Le jardin aujourd'hui, dans la ville, dans la principauté, partout dans le monde, est peut-être même l'endroit qu'il faut observer en détail pour constater les dérèglements climatiques. Le jardin, c'est une parcelle de nature, une parcelle de la planète que l'on a à disposition et sur laquelle on peut observer tout ce qui va ou tout ce qui ne va pas. Donc le jardin a une importance capitale. Je dis que les jardiniers sont souvent des sentinelles de l'environnement. Le jardin lui-même permet d'apprendre aux enfants à respecter la nature, mais à regarder comment elle vit pour mieux la protéger et comment faire d'ailleurs pour mieux la préserver des catastrophes qui nous attendent si on ne réagit pas plus vite. À l'issue des rencontres, une grande projection du film Sous les figues aura lieu vendredi soir pour transporter les participants au cœur des vergers tunisiens, jardins de la Méditerranée. Demain, le 8 mars, de nombreux événements auront lieu en Principauté dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Parmi eux, une conférence sur l'égalité entre les hommes et les femmes au Québec. Dans cet État canadien, les femmes et les hommes sont égaux aux yeux de la loi. Cependant, malgré cette égalité de droits garantis, de grandes différences persistent. Pour nous en parler ce soir, nous sommes avec la présidente du Conseil du statut de la femme au Québec. Bonsoir à vous, Louise Cordeau. Bonsoir. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Peut-on parler de modèle québécois en matière d'égalité? Je ne sais pas si on peut parler de modèle, mais on peut parler d'une société qui, depuis plus de 50 ans, fait en sorte que les enjeux d'égalité et que les valeurs d'égalité soient au cœur de ses actions. La conférence que vous allez animer à l'occasion de la Journée de la femme va revenir sur 50 ans d'avancées au Québec et d'enjeux persistants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En fait, le Conseil du statut de la femme est un conseil de recherche, un conseiller d'État sur les enjeux d'égalité pour le gouvernement du Québec et aussi comme responsabilité d'informer la population sur les enjeux d'égalité. Et à travers ces 50 années d'existence du Conseil du statut de la femme, plusieurs travaux ont été faits, plusieurs recherches ont été faites et qui ont permis d'accompagner les pouvoirs publics. Et les 50 ans d'avancées et d'enjeux font en sorte qu'on regarde d'où on est parti, qu'est-ce que nous avons réalisé aussi en termes de législation, de politique publique. Quels sont les enjeux persistants? Parce qu'on se le dira franchement,
il existe encore beaucoup d'enjeux en matière d'égalité. L'égalité des sexes est pourtant une valeur fondamentale de la société québécoise. C'est inscrit concrètement dans la loi. Dans les faits, est-ce que c'est toujours bien le cas? On le sait, pas vraiment. L'égalité, c'est inscrit dans notre charte. L'égalité, c'est non négociable au Québec, mais même si nous avons la conviction que les valeurs d'égalité doivent s'appliquer dans toutes les sphères de notre société, il reste encore du chemin à parcourir. Certains enjeux se sont aplanis avec les années, à la fois par l'évolution des mentalités, à la fois par la réalité aussi de la société québécoise et par les politiques publiques qui ont été adoptées au cours de toutes ces années. Du chemin reste encore à parcourir, notamment on déplore encore beaucoup de violences que subissent les Québécoises au quotidien. Tout à fait. Les violences faites aux femmes sont des enjeux qui sont persistants, qui, depuis les dernières années où il y a eu des mouvements de dénonciation, les avancées qui ont été faites en matière de violence, si on peut parler d'avancées, là, je le mets entre guillemets, c'est d'être capable de la nommer, cette violence, d'être capable de le dire, d'être capable aussi, comme société, de refuser cette violence et d'agir auprès des victimes. Et je pense que c'est déjà un grand pas. Ce n'est pas la résolution des problèmes, mais c'est quand même un élément majeur que d'être capable de nommer ces violences qui sont nombreuses parce que on parle de violences physiques, mais on peut aussi parler de violences de nature économique, de nature psychologique. Elles sont nombreuses, les formes de violence. Parmi les points où il nécessite tout de même encore une avancée, il y a le poids de la charge mentale. On en parle beaucoup dans nos sociétés actuelles, mais c'est clairement du concret, ça. Oui, la charge mentale est encore existante, malgré le fait que les femmes ont pris beaucoup d'espace et de façon très correcte dans le marché du travail et fort heureusement. Et au Québec, nous avons un régime qu'on appelle le régime québécois d'assurance parentale qui favorise la place des pères dès la naissance de l'enfant. Des semaines de congé parental leur sont exclusivement réservées. Donc, on souhaite aussi l'engagement des pères dès la naissance de l'enfant qui fait en sorte que l'attachement du père envers l'enfant, lorsqu'il reste près de l'enfant dès sa naissance, a un impact à long terme. Mais il reste que la charge mentale est encore beaucoup assumée par les femmes dans le couple. Sur quel autre secteur, peut-être votre pays, doit encore évoluer en matière d'égalité, Madame Cordeau? Bien, il y a plusieurs secteurs. Malgré notre loi sur l'équité salariale, il y a encore un écart salarial entre les hommes et les femmes. Et récemment, nous avons déposé un avis sur les enjeux d'intelligence artificielle qui ne touchent pas que le Québec, mais actuellement, l'intelligence artificielle avec les algorithmes qui les constituent font en sorte de refaire en sorte que des enjeux d'égalité qu'on avait presque réglés se reproduisent à travers certains algorithmes et à travers certaines utilisations de l'intelligence artificielle. Alors, on est préoccupé par cet enjeu actuellement. Vous en avez déjà parlé, mais c'est vraiment l'évolution des mentalités qui permettra un jour d'atteindre une égalité totale entre les femmes et les hommes. Et ça passe forcément par des journées comme celle de demain. Et oui, et l'évolution des mentalités, puis je me permettrais de dire aussi l'éducation que l'on fait à nos jeunes garçons et à nos jeunes filles. Parce qu'en fait, l'évolution des mentalités fait en sorte que, oui, notre société se transforme, mais ce sont les générations de demain qui vont grandement contribuer à poursuivre la transformation de cette société. Merci beaucoup à vous, Louise Cordeau, de nous avoir accordé cet entretien alors que vous serez, je le rappelle, demain en conférence à Monaco dans le cadre de la Journée mondiale des droits des femmes. C'est un plaisir, merci. Ce soir, c'est le grand soir. L'Orchestre des Carabiniers du Prince se produit pour un gala qui promet un beau programme. L'entrée est gratuite et libre de dons qui seront reversés au profit de la Fondation Princesse Charlène. Un concert organisé à l'occasion de la sortie du double album de l'orchestre. Immersion dans les coulisses avec Alban Gingembre et Hugo Comassa. Aujourd'hui, on fait les choses bien. Encore 3 minutes, vous chauffez, vous vous accordez.
Il leur reste quelques heures pour répéter avant de se produire devant une salle comble, le regard attentif sur les gestes du chef d'orchestre. Et c'est parti. Ça fait 6 mois qu'on prépare ce concert, peu de répétitions, mais beaucoup de travail en fait, parce qu'on est avant tout Carabiniers du Prince. Pas loin de la retraite, c'est quelque chose d'important pour moi, comme tous les autres d'ailleurs, parce que toutes les prestations qu'on a fait étaient des prestations intéressantes. Et ce soir en plus on joue devant Monseigneur et devant nos familles, donc il y a un peu plus d'émotion de jouer local que de jouer à l'étranger. À quelques heures du show, effectivement, forcément un petit peu d'appréhension. C'est une opportunité assez unique. Moi, je suis assez jeune, c'est ma 3e année de service seulement à Monaco, chez les Carabiniers du Prince. Et c'est la première fois que je fais ce type de concert ici, concert de gala, donc avec l'orchestre des Carabiniers. Et c'est une opportunité particulière de jouer dans cette salle déjà, et puis devant le public monégasque. On a quand même pas énormément d'occasion de le faire dans ce cadre-là, donc ça va être une belle occasion, une belle prestation ce soir. Un beau programme est prévu avec des solistes, des chanteurs, un chant corse. En tout, 70 artistes s'apprêtent à faire le show ce soir. Le morceau qui me touche un peu plus particulièrement, c'est le premier morceau qui est un petit peu à part du programme, qui s'appelle Piccola Città et qui sera ce soir en création mondiale, en petite formation. C'est un morceau qui est un petit peu à part, qu'on va interpréter en sextet et qui est un hommage au Prince Régnier III. Il y a un morceau très enjoué qui est Chat noir, chat blanc, musique de l'Est en fait. Et c'est un morceau sur lequel effectivement on se lâche un peu, il y a des cris, des sifflets, comme ça se passe chez eux quand ils produisent ce genre de morceaux. Nous restons dans l'antre du Grimaldi Forum pour vous parler de cette exposition événement qui se tiendra cet été. Après Claude Monet, le Grimaldi Forum consacre son exposition estivale à William Turner. Une série de toiles majeures du peintre britannique sera proposée du 6 juillet au 1er septembre. Les préventes pour Turner, le sublime héritage, sont déjà ouvertes et elles sont au tarif de 7 € au lieu de 14 € jusqu'au 30 juin, alors profitez-en. Mais avant cette exposition inédite, le Grimaldi Forum accueillera ce samedi 9 mars Pierre Demar en concert. Ce chanteur venu de Belgique fut une vraie révélation en 2022 avec le succès de son single d'or Un jour je marierai un ange, extrait. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change, ne change. À peine 20 ans, cet artiste flamboyant sera donc sur la scène de la Salle des Princes ce samedi. Le concert débutera à 20 h et je vous informe qu'il reste encore des places, donc réservez-les vite. On part à présent sur la côte ouest des États-Unis pour retrouver Alexandra Pani. Après nous avoir fait un point sur les primaires américaines hier, vous nous emmenez aujourd'hui dans un tout autre univers avec la compagnie des ballets de Monte-Carlo. Bonsoir à vous. Oui, changement de décor, c'est à Costa Mesa plus précisément que je me trouve en compagnie de nos danseurs monégasques à l'occasion de leur tournée américaine. Et pour le premier épisode, je vous propose de suivre avec eux la classe, moment indispensable pour les danseurs. Ce sont des gestes qu'ils répètent depuis leur premier pas en tant que danseurs, un rituel indispensable pour leur corps. La classe fait partie du quotidien obligatoire de chaque danseur professionnel. It's something that dancers do every single day. It's like a medicine or like a meal. They need to do it before any rehearsals or performances. And it just keeps the body healthy and maintained for classical ballet. If you don't do it, I mean, if you're young, maybe you can get away with it, but you can really hurt yourself and
yeah, it's not good for longevity of a career. Un moment personnel aussi pour le danseur qui lui permet d'évaluer chaque jour l'état de son corps. C'est une étape très importante pour nous en tant que danseurs parce que c'est un moment assez personnel où déjà on peut s'échauffer, s'auto-corriger et surtout sans cette étape-là, on ne peut pas commencer les répétitions, aller sur scène parce que c'est notre corps et notre instrument, donc il faut le préparer correctement. Et voilà, c'est un moment, pour moi personnellement, c'est un moment très, très intime, très personnel parce que je peux me concentrer sur des choses dont j'ai envie d'améliorer, de corriger et chaque jour est différent, donc on s'adapte en fonction de notre corps. Un vocabulaire spécifique et des étapes à respecter. A famous one that I think everyone knows is a plie. And so we start very slowly warming up the body, pliés and then tendu, and then the leg eventually gets higher and higher, and the hips get warmer, and the upper body gets more free, and then we come into center. So that's at bar. So we're holding on to something. And then we come into the center, and we start to do things without help, and we start to go slow. And then very simple exercises until we go bigger, bigger, bigger to turning. And then at the very end, a grand allegro jumping. Le corps des danseurs est ensuite prêt pour les répétitions. En tournée actuellement à Costa Mesa, c'est un ballet exigeant qu'a choisi Jean-Christophe Maillot de proposer. Le public américain aura le plaisir de découvrir la création originale Coppelia, créée en 2019. Alexandra, merci. On vous retrouvera justement samedi avec cette représentation américaine de Coppelia. Chaque année, la journée mondiale contre l'endométriose qui a lieu le 7 mars brise le silence autour d'une maladie méconnue qui touche pourtant 10% des femmes en âge de procréer. Ce soir, notre invitée est Delphine Traoré. Elle est atteinte d'endométriose. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être à nos côtés pour témoigner à propos de l'endométriose, maladie invisible, longtemps ignorée. Expliquez-nous de quoi souffrent les femmes qui en sont atteintes. Alors l'endométriose a pour symptôme des règles douloureuses. C'est un symptôme assez commun et assez connu au final lorsqu'on essaie d'expliquer un peu la maladie, mais elle revêt aussi d'autres dimensions, à savoir des douleurs qui sont chroniques au niveau urinaire, au niveau digestif. Et elles peuvent vraiment vous enfermer au quotidien lorsque vous en souffrez. C'est une maladie fréquente qui touche en France notamment 1,5 à 2,5 millions de femmes et qui a finalement de lourdes répercussions dans la vie quotidienne. Expliquez-nous un petit peu voilà, à quoi ressemble le quotidien d'une femme atteinte de l'endométriose. Le quotidien, en tout cas me concernant, si ça peut donner un exemple de ce à quoi ça ressemble. Lorsque je suis en crise d'endométriose, je ne peux pas me lever du lit, y compris pour uriner. Il me faut un pot de chambre. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et les douleurs sont telles que parfois elles vont jusqu'à l'évanouissement. Et ça peut durer selon les périodes, selon les mois, entre 2 ou 3 jours ou 1 semaine, voire 10 jours. On va parler dans quelques instants du fait que vous avez réussi, malgré l'endométriose, à avoir un enfant, mais il y a également des difficultés d'ordre sexuel. Oui, tout à fait, qu'on appelle des dyspareunies, des douleurs lors des rapports sexuels. À savoir que, par exemple, moi, c'est grâce, à cause de ces douleurs lors des rapports sexuels qu'on a pu me diagnostiquer il y a maintenant 13-14 ans, puisque les rapports sexuels peuvent être douloureux, quelles que soient d'ailleurs les positions. Et ce sont des douleurs dont on parle assez peu, puisqu'elles sont assez embarrassantes pour les femmes, mais elles sont assez fréquentes, oui, tout à fait, les douleurs lors des rapports sexuels. Les conséquences également de l'endométriose, c'est la difficulté d'avoir un enfant. De votre côté, vous êtes bien devenue maman, Delphine? Oui, tout à fait. Je suis devenue maman, mais pas facilement. C'est pas le cas de toutes les femmes atteintes d'endométriose, et heureusement. Certaines n'ont pas forcément de difficultés à procréer. En revanche, moi, il a fallu bien 2 ans avant que je réussisse à tomber enceinte. Et j'ai dû me faire opérer une première fois pour pouvoir avoir cette première grossesse qui sera d'ailleurs la seule et unique me concernant. En moyenne, je crois qu'il faut 7 ans pour que la maladie soit diagnostiquée. Pourquoi autant de temps ? Pourquoi autant de temps? Puisque je pense que c'est une maladie féminine qui touche les femmes, une maladie gynécologique pour laquelle il est difficile d'aborder les choses, les douleurs qui sont en général intimes,
Parce que jusqu'à même, je crois, janvier 2020, l'endométriose était une maladie qui n'était même pas au programme de la médecine. Donc les étudiants en médecine ne connaissaient pas la maladie, y compris les gynécologues qui en avaient entendu parler, mais de manière assez vague. C'est une maladie encore très méconnue, qui souffre de gros retards au niveau de la recherche. Et effectivement, moi, me concernant, par exemple, lorsque j'ai compris que quelque chose n'allait pas, que les douleurs que j'avais liées aux règles, mais qui étaient aussi des douleurs urinaires et des douleurs digestives n'étaient pas normales, j'ai consulté plus d'une dizaine de gynécologues en 2 ans et aucun ne m'a dit qu'il pouvait y avoir un problème d'ordre pathologique. Et si finalement, pour une deuxième fois où je reconsulte le mois d'après le même gynécologue, qu'on me dit, écoutez, pour vous débloquer un petit peu, vous rassurer, on va vous prescrire une petite échographie qui vous montrera qu'il n'y a rien, que vous allez bien, et certainement que dans la tête, ça fera en sorte que vous irez mieux, en sachant que vous n'avez rien, et en fait, je n'avais pas rien. Il y a une forme de mépris un petit peu, Delphine, si je comprends bien, autour de cette maladie. Moi, j'ai tendance à penser que si l'endométriose était une maladie qui touchait les hommes comme les femmes, je suis convaincue que la science s'y intéresserait bien plus et qu'en tout cas, on en saurait beaucoup plus à l'heure actuelle. D'autant pour ne plus souffrir, vous avez subi, je crois, une ablation totale de l'utérus. C'est la seule solution face à l'endométriose ? Non, pas du tout. En plus, moi, cette ablation de l'utérus, cette hystérectomie, elle était liée à une particularité, à savoir que lorsque j'ai eu ma fille, s'est développée ce qu'on appelle la petite sœur de l'endométriose, c'est l'adénomiose. Il s'agit de l'endométriose interne au muscle de l'utérus, qui faisait que j'étais en hémorragie une vingtaine de jours sur 30 pendant plusieurs années. Et pour stopper ces saignements très importants et ces douleurs et ce handicap presque permanent au final, effectivement, il n'y avait que l'hystérectomie puisque les traitements hormonaux n'étaient pas efficaces sur moi. Mais il faut préciser que l'hystérectomie ne guérit pas de l'endométriose. Et donc, d'ailleurs, je suis en récidive à l'heure actuelle malgré l'hystérectomie en 2020. Comment vous faites pour essayer d'aller mieux, Delphine ? Alors, il y a les antidouleurs. Il n'y a pas vraiment de traitement spécifique à l'endométriose. On n'a pas encore trouvé de vraies solutions médicamenteuses. Il existe des solutions, des traitements, enfin, on va dire des médicaments qui peuvent soulager certaines femmes qui sont des médicaments, des traitements hormonaux, à savoir la pilule en continu, progestative, ou encore la ménopause artificielle. Voilà, c'est du décapeptyl en injection pour 1 mois ou 3 mois. Seulement, il y a aussi énormément d'effets secondaires liés à cela. Et on n'a pas forcément la garantie que ça ait un impact sur les symptômes et que ça soulage. Moi, ça n'avait pas été le cas. On a fait plusieurs tentatives avant justement de se résoudre au geste beaucoup plus radical qui était l'hystérectomie. Merci beaucoup à vous, Delphine Traoré, pour votre témoignage. Je vous en prie. Merci à vous. Et pour sensibiliser les jeunes à cette maladie, un rendez-vous se tiendra le mardi 12 mars à 18 h au lycée Régnier 3. Le centre hospitalier Princesse Grace et la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports organisent une conférence à destination des jeunes filles de la principauté et de leur mère. Sur place, le docteur Guillaume Doucet évoquera l'endométriose, les symptômes et les traitements de cette maladie. Ce soir, nous vous proposons un focus sur le marché de l'occasion. En 2023, il représentait 7 millions d'euros en France et 105 milliards d'euros dans le monde entier. Un essor qui se confirme également en principauté. Alors comment expliquer le succès de la seconde main et qui en sont les acteurs à Monaco? Reportage de Théo Schumer, Alexandra Marangoni et Thomas Deus. Vendre et acheter des vêtements ou des objets déjà utilisés, c'est aujourd'hui tendance dans le monde entier. Et Monaco n'y fait pas exception. Bien que symbole de faste et de glamour, la principauté n'est pas réservée qu'à la première main. Le luxe peut aussi s'acheter d'occasion, comme au dressing, tenu par Hélène depuis près de 25 ans. Chez le dressing, on vient qu'on en a trop de choses dans le placard qu'on veut se débarrasser et nous on le vend. On se met d'accord sur le prix, on trouvera une bonne moyenne pour que je le vende et que vous êtes contente. Cet article-là, par exemple, il est arrivé quand et comment Ça fait peut-être une semaine. Et combien on vend ça? On va voir 1100 €. Il est vraiment tout neuf. Ça fait bientôt 25 ans. Et je commençais avec une petite boutique à Beau-Soleil. Après, j'ai ouvert rue de Soranger, une rue plus bas. Et ça fait 10-11 ans, j'ai ouvert les deux boutiques ici au Princesse Forestine.
Attendez, je vais vous montrer la deuxième boutique. Voici la deuxième boutique avec beaucoup de sacs Valentino, Gucci, Prada, Christian Dior et beaucoup de vêtements. Et surtout un très grand choix. Si son commerce fonctionne depuis 2 décennies, c'est parce que de la haute couture, même d'occasion, c'est toujours de la haute couture. Et ça, Hélène et ses clientes l'ont bien compris, l'essentiel est que les articles restent en bon état. À l'époque, c'était une idée qui est venue avec les copines. On se voyait à la maison, on se changeait le vêtement, on buvait du champagne et on s'est amusé. Et toute l'idée est venue de là. Et là, je parle de plus de 25 ans de ça. On a de la chance à Monaco parce que les femmes, elles changent beaucoup de vêtements parce que c'est un peu mal vu de porter la même chose 2 fois. Et ici, ça leur permet de revendre d'un côté et de racheter de nouveau. Et nous, on est contents, on a toujours de la nouvelle marchandise qui arrive. À Monaco, haut de gamme et seconde main ne sont donc pas un oxymore, mais l'occasion, ce n'est pas que du luxe. Ce marché a connu une ascension fulgurante de 20% depuis 2020, l'année où la crise économique était au plus haut. Alicia, de son côté, a profité de cette nouvelle niche et vend aujourd'hui des vêtements et accessoires pour enfants sur sa boutique en ligne. Nous l'avions rencontrée à son lancement il y a 1 an et depuis, Nous Demain a bien évolué. Il y a eu une grosse évolution depuis 1 an, puisque en 1 an, il a fallu mettre beaucoup de pièces pour qu'il y ait du choix pour nos clients. Donc aujourd'hui, on est à plus de 2100 pièces sur le site. Il y a eu aussi la vente en fait de 1104 pièces qui ont retrouvé une seconde vie, donc principalement dans Monaco et dans les communes limitrophes. Et on a même, pour vous montrer, des pièces avec, qui sont neuves, donc qui ont soit été jamais mises parce que l'enfant a grandi trop vite et le parent n'a pas pu lui mettre. Là, par exemple, c'est le cas aussi de ce pantalon. Il y a eu aussi des changements au niveau livraison. Elles se font soit dans un point retrait, une boutique qui joue le jeu et qui a adhéré à notre projet dans Monaco, ou bien elles se font directement chez la personne avec notre petite voiturette électrique, voilà, ou bien à vélo. Il y a eu bien sûr le label du commerce engagé. Donc ça, c'était quelque chose vraiment qui nous tenait à cœur dans notre projet. Un label bien mérité parce que le marché de l'occasion doit son essor à la crise économique, mais également à la crise climatique. La prise de conscience écologique a poussé les ménages à acheter moins et moins cher, mais plus éthique et plus durable. Et avec sa boutique, Alicia a coché toutes ces cases. On sait très bien que tout ce qui est déjà dans la mode, c'est un impact carbone, un impact environnemental vraiment désastreux. Donc il faut trouver des alternatives. Alors il y a vraiment un changement de mentalité et je suis ravie d'ailleurs sur ça, puisque au début, j'avais vraiment des personnes très réfractaires, mais une fois qu'ils réfléchissent un peu plus sur le côté environnemental, ils se disent « ah ouais, quand même, c'est intéressant au niveau impact, le fait de pouvoir consommer localement, d'éviter tous ces transports, notamment de chercher, de se déplacer. Voilà, on a des pièces qui finalement sont là et on peut les avoir en plus rapidement en limitant l'impact, donc c'est quand même super. » Ces dernières années, la principauté a su se distinguer avec ce nouveau marché très rentable, que ce soit avec les vêtements, les accessoires, les meubles ou même les voitures, tout le monde peut y trouver son compte. Bref, la seconde main a encore de beaux jours devant elle à Monaco. Des tableaux en pierres précieuses exposés à l'Espace 22, ce sont les œuvres de l'artiste marocaine Ilham El Jadaoui. Elle vit à Monaco depuis 21 ans et c'est la première fois qu'elle expose seule ses œuvres au 24 boulevard d'Italie. Vous pourrez ainsi découvrir ses créations, des bêtes sauvages comme des tigres ou des lions aux yeux turquoises. Le dimanche 17 mars, le marché de la Condamine se mettra aux couleurs de la Saint-Patrick qui est, je vous le rappelle, le saint patron de l'Irlande. À partir de midi, des décorations aux couleurs irlandaises, ambiance musicale, plats et danses traditionnelles seront proposées. Une journée qui s'annonce d'ores et déjà festive. Je vous rappelle que l'accès y est libre et gratuit. Je vous propose à présent de retrouver Alban Gingembre pour vos prévisions météo. Bonsoir Alban, alors du soleil est-il prévu ce vendredi ? Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Du soleil, oui, mais qui va se couvrir progressivement. De fortes rafales sont prévues pouvant atteindre les 60 km/h et de la pluie est attendue en fin d'après-midi. Et en ce vendredi 8 mars, nous fêterons les Apollonia.
Demain, le 8 mars, vous le savez, on vous en a longuement parlé, sera la Journée internationale des droits des femmes. Et à cette occasion, nous avons voulu rendre hommage aux femmes qui travaillent à la direction de la communication du gouvernement. Notre photographe Frédéric Nébinger vous fait découvrir leur visage. Entre détermination et passion, ce sont elles qui animent et font vivre Monaco Info. C'est la fin de ce journal, très heureuse d'avoir pu être à vos côtés pour vous présenter toutes les actualités de la Principauté. Je vous dis à très vite et je vous souhaite de passer une très bonne soirée sur Monaco Info.